la République une volonté réaffirmée de protéger le patrimoine national en mettant en œuvre des mécanismes et des instruments qui permettent de jouer pour l'avenir, mais également de considérer ce qui s'est passé il y a quelque temps seulement. Il l'a répété en affirmant que l'État va se montrer intransigeant par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui communément la traque des biens mal acquis, mais il a également mis l'accent sur le fait que ce qui s'est passé, mais il faudrait faire en sorte qu'on n'ait plus à traquer des hommes politiques qui quittent le pouvoir. En faisant quoi? En assurant une gouvernance vertueuse qui protège le patrimoine national et met le patrimoine à l'abri des prédateurs. Je pense que c'est a priori ce que je peux dire comme considération générale par rapport à ce discours-là. Merci, M. Latif Coulibaly. Je rappelle donc qu'il est le ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance. M. Diallo, le chef d'État, à l'entame de son discours, on a vu qu'il a abordé la question de la paix en Casamance. Ben, écoutez, la paix en Casamance nous concerne tous. Ce qui se passe dans n'importe quel coin du Sénégal concerne l'ensemble du peuple sénégalais. Et je pense que la solidité de notre nation et les vertus de notre République, moi je pense que cette crise Casamance 16 l'illustre éloquemment, qu'une crise comme ça puisse durer depuis le nombre d'années que ça dure et qu'il n'y ait jamais eu de pogrom nulle part dans un coin du territoire national contre des ressortissants du pays qui seraient d'origine ou d'appartenance de cette région, prouve éloquemment qu'il n'y a pas de problème de nation au Sénégal. Il n'y a pas de problème, je pense, de République, elle n'est pas remise en cause. Et je pense que les fondements de l'État sont solides pour avoir pu même survivre à 12 années de gestion de Abdoulaye Wade. Ce n'est pas mauvais de rappeler la République, l'État, la nation, mais il faut s'en féliciter. Je pense que nous sommes un pays en Afrique qui est une nation depuis bien longtemps, avant même l'accession à la souveraineté internationale. Nous avons un État très solide, donc la crise en Casamance 16, je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre à l'actif du gouvernement de Macky Sall, depuis qu'il est président de la République, qu'ils ont fait de très grands pas vers la paix. Je pense qu'aujourd'hui, le pari de responsabilité qu'ils ont fait s'adresse beaucoup plus à ceux qui ont des revendications identitaires irrédentistes en Casamance, le MFDC. Il revient aujourd'hui à eux d'être aussi responsables, s'ils sont patriotes, s'ils sont casamancés comme ils le réclament, aujourd'hui d'éviter que la plus petite goutte de sang puisse tomber. Sur ce plan-là, je leur donnerai même une excellente note. Je ne pense pas que ce soit les problèmes les plus aigus, mais ils en ont pris une gestion, je trouve, d'une manière très responsable. Et je pense que ça, tout le monde s'en félicite et personne, en dehors de, je pense, de ceux qui sont à l'intérieur du MFDC, ne conteste cette démarche. Maintenant, c'est beau de rappeler les grands principes, c'est même très judicieux, mais il y a d'autres questions à latence, il y a d'autres attentes. C'est beau de respecter le rituel républicain depuis 5 ans jusqu'à maintenant, que le message du 4 avril, essentiellement c'est la jeunesse et c'est l'armée. C'est les forces de l'ordre, c'est les forces de sécurité. Mais on a une école qui est en profonde crise. On a une éducation, une formation, je pense, qui mérite un diagnostic plus sérieux, une politique beaucoup plus ardue. Je pense que là où le gouvernement de Macky Sall parlait de rupture, en tout cas, c'est aujourd'hui quelque chose qui réclame des ruptures immédiates, ici et maintenant. Le président, dans son discours lui-même, a pris en compte certains problèmes d'intendance quand il parle d'énergie, quand il parle d'emploi des jeunes, quand il parle du potentiel minier, quand il parle de l'agriculture et tout. Il y en a d'autres, sous d'autres formes. C'est vraiment pas mauvais, c'est des préoccupations, je pense, normales. Mais il y en a d'autres, car je pense essentiellement dans notre pays aujourd'hui, la priorité principale, c'est l'économie et le social. La priorité seconde, c'est l'économie et le social. Et la priorité troisième, c'est l'économie et le social. Mais ce ne sont pas des priorités d'ordre politique, encore moins politiciennes. Ce que je relève à l'actif du président et de son discours, c'est qu'il a fait un discours d'homme d'État. Il n'a pas cédé à un environnement politique que certains ont voulu parasiter. Il n'a pas cédé un peu à des interpellations politiciennes.
Ça, je trouve que c'est pas à son honneur, mais ça prouve certainement que le choix qui s'est porté sur lui l'année dernière a été un choix responsable. Parce que d'aucuns nous ont habitués ces dernières années à aussi avoir, derrière les postures d'État, des attitudes très politiciennes. C'est heureux qu'on retrouve aussi quelque part un jeune président. J'ai entendu tout à l'heure le ministre Latif Coulibaly dire que c'est un président né après les indépendances. Si aujourd'hui c'est lui qui prend le discours pour célébrer les 53 ans du Sénégal, je pense que lui, il ne fête pas sa 53e année. Encore, c'est heureux qu'un président aussi jeune ait déjà cette carapace, cette posture d'homme d'État. Ça, je pense que c'est encourageant. Mais j'insisterai beaucoup sur le fait que l'économie et le social sont les surpriorités du moment. C'est vrai, comme Madiambal l'a rappelé, nous avons un gros avantage. La première puissance du monde aujourd'hui pense que nous sommes le pays partenaire pivot en Afrique francophone. Je pense que ça, c'est une opportunité qu'il faut savoir bien saisir. Mais il ne revient pas aux populations de la saisir, il revient à ceux qui nous dirigent, ceux qui sont aux affaires, de savoir aujourd'hui, concrètement, aller dans le sens voulu par les Américains pour que ce partenariat puisse exister et nous rapporter des choses que ça nous rapporte. Car un pays n'a que des intérêts. L'Amérique nous voit comme un pays frontalier aujourd'hui. Entre le Sénégal et les États-Unis, il y a un océan. Et cet océan, les Sénégalais ont prouvé qu'aujourd'hui, ils pouvaient le traverser grâce à des pirogues. Et l'Amérique, aujourd'hui, depuis le 11 septembre, a un problème de sécurité nationale lié au terrorisme. Dakar est frontalier aujourd'hui à Boston. Si donc l'Afrique de l'Ouest dégénère, c'est la sécurité intérieure des États-Unis qui est remise en cause. Alors, à nous, qui sommes un pays considéré comme une république, un État solide, une nation déjà faite, avec des institutions démocratiques qui fonctionnent, avec déjà des pratiques de très bonne gouvernance, aujourd'hui, de transformer ça en dividendes économiques et financiers pour l'intérêt du pays. Car nous avons un pays jeune, où le président, je l'ai même entendu dans son discours, dire le fait que l'État ait déclaré qu'il allait recruter 15 000 pour 15 000 emplois a valu une demande très forte. Ça prouve qu'aujourd'hui, cette aspiration à un emploi, ce problème de l'emploi est un problème crucial. Je ne dis pas sérieux, est un problème crucial au Sénégal. Nous allons parler de cette question de l'emploi. Vous pensez sincèrement que le monde rural peut aujourd'hui assurer ce recrutement massif de jeunes chômeurs? Oui, je pense que peut-être on s'était trompé sur beaucoup d'aspects économiques, la vision. On a toujours pensé que les emplois salariés, la fonction publique était le seul réceptacle pour les jeunes qui sortaient des écoles de formation, de l'université. Je pense que dans d'autres pays, si nous regardons les modèles économiques, les modèles ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, la création d'emplois se fait à travers des niches que peuvent être l'agriculture, que peuvent être les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Supposons, prenons l'Inde. L'Inde a choisi 2 ou 3 filières, dont celle dont je parlais tout à l'heure, les nouvelles technologies. L'agriculture, c'est un pays doté de ressources, et ils se sont focalisés sur ces 3 secteurs pour créer des milliers d'emplois. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, la fonction publique, dont on pensait qu'elle était le réceptacle, parce qu'au début des années 60, l'indépendance, c'était le seul, secteur qui prenait les sortants des écoles et de l'université. Je pense que dans cette approche, le président a été clair dans son discours. Il l'a dit, nous allons créer des emplois dans le secteur agricole et dans d'autres secteurs connexes. L'agriculture a été la base du développement de beaucoup de pays. Je pense que le retour, déjà, notre pays a une longue tradition agricole. Le retour à cette agriculture pour développer les filières. Il y a les barrages de Manantali et de Diama. Depuis 1980 que ces barrages existent. Quel est l'impact économique? On n'a pas su mesurer. Est-ce qu'on a su profiter de ces infrastructures pour faire de l'agriculture irriguée pendant toute l'année? Nous sommes encore une agriculture sous pluviale. C'est les 3 mois de saison des pluies que les braves producteurs sénégalais travaillent. Je pense qu'il faut revoir le modèle économique. Je pense qu'il faut revoir la vision dans ce domaine et chercher les niches dans
le pays, il y en a, ça existe. Les nouvelles technologies, j'en ai parlé tantôt, parce que, comme l'a dit tantôt Abdoulaye Bamba Diallo, le problème crucial auquel aujourd'hui le gouvernement est confronté, c'est le problème de l'emploi. Ça, c'est le premier. L'autre premier, c'est la question du pouvoir d'achat. Si c'est le paysan asiatique qui nourrit le Sénégalais à travers le riz, ce riz produit dans des contrées très lointaines, transporté dans nos pays avec le fret, même si l'État aujourd'hui fait de sorte que le droit de douane soit inexistant sur le riz, ce riz qui est importé, c'est le paysan asiatique qui nourrit le Sénégalais. C'est pourquoi je parlais de modèle économique et de vision. Nous avons de l'eau au nord, au sud, en Casamance, on en a parlé tantôt, le long du fleuve. Pourquoi nous n'avons pas su exploiter cette potentialité locale, nationale, pour inverser la tendance à travers une vision vraiment bien maîtrisée et faire de sorte que nous nous nourrissions à partir de ce que nous produisions. Et c'est là les réponses à apporter aux multiples interpellations que subissent le gouvernement, la création de l'emploi, les milliers de jeunes qui sortent de l'université et des écoles de formation. Donc la question du pouvoir d'achat, parce que tout le monde est conscient aujourd'hui que dans le pays, nous sommes dans une économie mondiale, nous sommes connectés à l'économie mondiale, les chocs pétroliers, les crises qui se vivent dans le monde entier, se répercutent sur notre économie. Et donc nous sommes en train de vivre une époque où aujourd'hui, les deux questions les principales sont la question de l'emploi, et de deux, la question du pouvoir d'achat. Les Sénégalais le vivent. Dans le discours du président, j'ai senti qu'il y a une amorce de rupture dans la vision, parce que, on l'a évoqué tantôt, Madiamba l'a dit, quand il a annoncé la mise à disposition de matériel agricole pour 40 milliards de francs pour le monde agricole, 45, voilà, ça c'est une volonté politique affirmée, en tout cas qui s'affirme pour dire que nous allons vers des ruptures dans la production agricole, nous allons vers des ruptures dans la façon de travailler au niveau du monde rural, dans la façon donc de créer des emplois. Madjamal Diagne, comment vous avez trouvé les propositions du chef de l'État par rapport à cette question de l'emploi? Il faut dire que le président avait été élu essentiellement sur la promesse de création d'emplois. Et il y a un potentiel qui est là. Il a décidé d'investir 3 secteurs importants. Il a dit l'agriculture. Et il vient d'annoncer des investissements importants dans le domaine de l'agriculture. Et je fais partie de ceux qui croient qu'il faut que les gens retournent à la terre, parce qu'il faut qu'on puisse développer la terre, produire ce dont nous vivons, mais aussi permettre à des milliers de jeunes de pouvoir trouver des ressources par le biais de la sueur de leur front en travaillant à la terre. Seulement, il faut relever quand même qu'il m'a semblé paradoxal que le gouvernement du Sénégal puisse par exemple faire de l'agriculture l'un de ses secteurs prioritaires, et qu'on ait assisté il y a quelques semaines à une manifestation d'une dizaine ou d'une vingtaine d'étudiants ou bien d'élèves en agriculture de Ziguinchor qui demandaient un emploi. Le Sénégal n'a pas été capable de le faire. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche de ce côté-là. Donc, autant on veut développer l'agriculture, autant il faut se donner les moyens de pouvoir permettre à ceux qui sont diplômés des écoles d'agriculture puissent être insérés dans le secteur pour pouvoir gagner leur vie et développer des projets. Et je pense que l'option du gouvernement, c'est cela. C'est de permettre à des jeunes de pouvoir, par exemple, créer des entreprises rurales et peut-être s'occuper, gagner leur vie, mais aussi faire gagner leur vie à d'autres personnes. Je crois que c'est un secteur important. Il y a aussi le secteur des mines. Le secteur des mines constitue, à mon avis, une niche fabuleuse d'emploi. Nous avons pratiquement toutes les ressources minières dans notre sous-sol. Voyez les gisements de phosphate qui ne sont pas exploités dans le nord du Sénégal. Voyez les gisements de phosphate qui ne sont pas exploités dans la région de Thiès. Voyez les mines de fer qui ne sont pas exploitées dans la région de Kédougou. L'or qui est encore en friche. Je pense que c'est je ne dis pas des dizaines de milliers d'emplois, mais des centaines de milliers d'emplois qui peuvent être créés dans part de ces secteurs-là. Il y a les infrastructures. Je pense que le secteur le plus porteur d'emplois aussi, ce sont le secteur des infrastructures. Le gouvernement, à mon avis, devra
davantage développer ce secteur-là, parce que le président Macky Sall s'est illustré à travers l'Afrique comme étant le chantre de la création d'infrastructures et aussi celui qui veut promouvoir le domaine de l'agriculture. Donc je pense que de ce côté-là, il n'y a pas vraiment à avoir de doute sur la capacité ou la possibilité que le gouvernement du Sénégal a pour créer des emplois. Cheikh a parlé du secteur tertiaire. Je fais partie de ceux qui croient que le secteur, par exemple, du numérique est le seul secteur où nous, Sénégalais, nous pouvons valablement concurrencer, par exemple, les pays développés. Je pense que nous avons le potentiel. Et c'est un secteur dans lequel nous avons pratiquement le même niveau d'avancée technologique. Donc, autant pouvoir investir ce secteur-là pour créer des emplois, et c'est possible. Maintenant, il y a un autre aspect qui me semble important, c'est l'amélioration de l'environnement des affaires. En faisant quoi? En mettant un cadre de bonne gouvernance, de transparence. Je pense que s'il y a la bonne gouvernance et la transparence, ça va inciter l'investissement privé, et cet investissement privé-là va pouvoir développer des emplois. Je pense que le président Macky Sall a les cartes en main. Il suffit simplement d'en faire un bon usage. La perspective est bonne, elle est rassurante, mais il ne faut pas que ça se limite simplement au discours. Il faudrait des actes concrets, et ces actes concrets, c'est amener les Sénégalais à accepter, par exemple, de retourner à la terre, amener les investisseurs à investir dans la mine, dans la pierre, pour, par exemple, développer des emplois, mais aussi créer des richesses, aussi amener les jeunes Sénégalais à mieux se former et à peut-être trouver des emplois dans les secteurs de pointe technologique, mais aussi développer un programme d'infrastructure. Le président Wade avait eu à faire de grands progrès en matière d'infrastructure, peut-être avec ce que ça a coûté, ce que ça l'a coûté. Macky Sall nous promet que les infrastructures ne coûteront pas autant que celles réalisées par le gouvernement d'Abdoulaye Wade. Donc il est encouragé dans ce secteur-là pour qu'on puisse vraiment créer des emplois. Et je pense que le succès de la politique de Macky Sall sera la création d'emplois, et il sera jugé aussi à l'aune du nombre d'emplois créés. Il avait promis 50 000 pour l'année 2013, c'est une année de perdu. Il s'est débattu dans les situations de mise en place ou bien par exemple d'allumage de la machine gouvernementale pour pouvoir peut-être faire les réalisations escomptées. Mais de ce côté-là, encore une fois, il a une marge à satisfaire, et les Sénégalais l'attendent sur ce terrain-là. Monsieur Thiam, nous aurons l'occasion de revenir à vous, peut-être donner la parole aux ministres qui sont là. Je vais donner donc la parole à M. Ndiaye. Merci beaucoup. Je crois que sur la Casamance, je pense que nous sommes tous d'accord que le président est très volontariste dans la gestion de ce dossier et dans le règlement de cette crise. Parce que pour lui, tout est négociable, sauf, naturellement, le respect de l'intégrité territoriale du Sénégal. Tout est négociable. Je pense qu'il a pris des initiatives extrêmement importantes en rapport avec des partenaires qui nous aident dans les consultations qui sont en cours et qui avancent. Il est difficile sur ce genre de dossier de communiquer. Mais puisqu'on ne voit plus M. Casamance comme à l'époque. Je crois que c'est une rupture. La démarche, c'est une démarche de rupture par rapport à des Michel Casamance. Il y a d'autres initiatives qui sont en cours, je crois, qui nous font avancer dans les négociations. Et il l'avait dit, il va travailler sur ce dossier en rapport avec toutes les bonnes volontés, y compris avec l'appui de la Gambie et de la Guinée-Bissau, dont la contribution à la gestion de ce dossier, la contribution est extrêmement importante. Je pense qu'on avance sur ce dossier, il est un peu difficile de communiquer davantage. Mais sur l'emploi, je pense que le président l'a souligné dans son adresse, il va engager des concertations, une concertation nationale sur la question de l'emploi. C'est très, très important. Et ensuite, il va vers la rationalisation des structures qui s'occupent de l'emploi. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui s'occupent de l'emploi et parfois même les jeunes qui cherchent des emplois ne se retrouvent plus dans les différents fonds, dans les différents programmes qui sont en cours. Je crois que ça, c'est extrêmement important de procéder à une rationalisation pour que la jeunesse, surtout, qui est principalement concernée, ait un interlocuteur quand il s'agit de chercher un emploi. Ensuite, le recrutement dans la fonction publique de 5500 nouveaux agents, je crois que c'est important. Ça a suscité un engouement extraordinaire pour montrer qu'il y a un besoin urgent, un besoin pressant et que la question de l'emploi doit être une surpriorité pour le gouvernement. Je crois que le président a annoncé également la création d'une agence nationale de sécurité qui va recruter jusqu'à 10 000 jeunes qui vont s'occuper de la sécurité de proximité dans les quartiers, dans les banlieues.
Ensuite, la mise en place des deux fonds, le fonds souverain d'investissement stratégique et le fonds de garantie des investissements, vont booster le développement économique et en même temps générer des emplois, surtout pour la jeunesse. Je crois que les perspectives sont là réelles et le programme de 30 000 emplois par an est un programme tout à fait réaliste. Et je suis sûr qu'avec la mise en œuvre de tous les projets et programmes qui sont en cours, nous allons nous adresser sérieusement à la question de l'emploi. Le deuxième problème qui a été soulevé et qui me semble extrêmement important, c'est l'agriculture. Parce que le président a appelé à une révolution agricole. Il va présider un conseil présidentiel sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, conseil au cours duquel toute la problématique du développement de l'agriculture, du financement de l'agriculture va être posée. Déjà avec le Brésil, il y a un programme important qui va être mis en place dans les prochaines semaines avec ce programme de 42,5 milliards qui a été annoncé. Avec l'Inde également, nous avons des projets extrêmement porteurs dans le développement de l'agriculture avec la Corée. Donc, je crois que sur le plan de l'agriculture également, les choses vont bouger. Et vous avez noté cette année l'augmentation importante à relever justement des revenus monétaires des paysans, avec la fixation à 190 francs CFA le prix au producteur du kilogramme d'arachide. D'ailleurs, les prix qui ont été offerts sur le marché ont dépassé très largement les 190 francs. Dans certains secteurs, le kilogramme a été vendu jusqu'à 275 francs CFA. Donc voilà des perspectives extrêmement importantes dans le domaine de l'agriculture et de l'emploi qui sont deux surpriorités pour le président de la République. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, c'est vrai qu'il y a ce problème de l'emploi, mais il y a aussi cette crise dans le secteur de l'éducation qui perdure encore. Oui, je vous remercie. Je partage de manière générale les réflexions qui ont été avancées par mes prédécesseurs. Je voudrais marquer une petite réserve par rapport à deux affirmations de mon ami Madiambal. D'abord, quand il dit l'année 2013 est perdue, je ne suis pas tout à fait sûr qu'elle soit perdue. Je peux même considérer que nous avons déjà dans le pipeline 15 000 emplois qui seront créés à travers ce qu'on appelle la sécurité de proximité, qui va permettre le recrutement de 10 000 jeunes, plus 5 000 jeunes qui seront recrutés dans la fonction publique. 15 000 sur un total de 50 000, on n'a pas encore la moitié, mais on y est presque. Et il ne faut pas oublier non plus tout à l'heure que le président de la République a dit qu'il y a 17 milliards qui seront dégagés pour créer justement des emplois non salariés dans tous les secteurs. Je rappelle à ce sujet que la création de 7 pôles industriels est prévue dans un délai d'1 an. Et ça également donne des perspectives. Je vais d'ailleurs souligner avec vous, avec force d'ailleurs, le paradoxe qui tient au fait que nous formons des jeunes techniciens de l'agriculture qui ne sont pas recrutés aujourd'hui. Malheureusement, dans la perspective de ces jeunes, comme beaucoup de Sénégalais, le seul recrutement qui vaille, c'est le recrutement dans la fonction publique. En mettant à la disposition de différentes filières 17 milliards de francs pour créer des emplois non salariés, il est évidemment dans la tête des dirigeants aujourd'hui. Il s'agit de permettre à ces jeunes de travailler dans des unités agricoles de dimension moyenne, grande, pour éviter que tous ceux qui sortent de ces écoles-là soient recrutés par l'État, parce que ce n'est pas possible. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une anomalie forte dans le système éducatif que nous avons mis en place depuis l'indépendance du pays. Et il y a une volonté de correction nette du système éducatif en privilégiant fondamentalement la formation professionnelle. Et il y a aujourd'hui des instruments qui sont définis par les milices qui ont la responsabilité de ces secteurs-là pour faire en sorte que l'école produise des gens qui sont capables de faire quelque chose, qui sont capables de travailler dans un délai d'une formation moyenne supérieure de 2 ans. Et c'est extrêmement important. Il y a une volonté de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a des éléments dans la politique actuelle qui peuvent permettre de croire que dans un délai plus ou moins rapproché, on ne sortirait pas nécessairement du gouffre dans lequel nous nous trouvons par rapport à l'emploi des jeunes, mais des perspectives réelles se dessinent par rapport à ça. Et très bientôt, il y aura un forum national sur l'emploi des jeunes. C'est assez important. C'est une discussion nationale extrêmement importante qui permettra à tous les acteurs qui sont impliqués par ces secteurs-là d'être présents, de donner des idées. On dira toujours qu'il y a eu des idées qui ont été suffisamment avancées, plusieurs projets ont été tentés. Mais cette fois-ci, il s'agit de faire le bilan et de revoir par rapport aux politiques qui sont mises en œuvre, quels sont les éléments clés qui nous permettraient aujourd'hui d'assurer un emploi non salarié ou salarié à des jeunes qui sont sur le marché du travail.
Je crois que le plus grand défi qui est posé à tous les États d'ailleurs, l'État sénégalais ne fait pas exception, c'est l'emploi des jeunes. C'est un casse-tête réel qui n'est pas propre au Sénégal malheureusement, mais nous avons la responsabilité d'y faire face, et immédiatement, parce que c'est une bombe sociale. Je voudrais enfin parler de l'école. Vous avez raison de dire que l'école traverse une situation assez difficile, qui a été d'ailleurs suffisamment soulignée dans le discours du président de la République. Mais il faut savoir que nous avons hérité d'une situation qui n'était pas facile. Quand le président Macky Sall a été élu le 25 mars, tout de même, rappelez-vous, l'école ne travaillait plus, les enseignants étaient en grève pendant 5 mois. Je pense qu'il y a des réflexions en profondeur qu'il faut faire. Personne ne peut calculer aujourd'hui les pertes qui ont été enregistrées par l'État du Sénégal et par le Sénégal. Imaginez plus de 50 000 enseignants qui ont été payés pendant 6 mois à ne rien faire. C'est un gouffre énorme. Je pense qu'il y a une réflexion à profondeur à faire par rapport aux attitudes de comportement des acteurs de l'école. Non pas questionner seulement l'attitude de l'État, parce que tous les partenaires à l'école devraient être questionnés par rapport à leur comportement et par rapport à leur attitude. Et aujourd'hui, il est heureux que les 2 ministres qui ont en charge cette question-là, sous la responsabilité du Premier ministre, envisagent des procédures et des mécanismes qui nous permettront de voir plus clair. Je ne parle pas d'états généraux comme dans les années 80, mais au moins dans le cadre de la formation supérieure, une concertation nationale qui implique aujourd'hui tous les acteurs qui ont en charge ces secteurs-là. Les enseignants, le gouvernement et tout le monde, je veux dire. Et de ces consultations devront sortir, à mon avis, des idées et des propositions claires. Et le gouvernement devra également se donner les moyens. Je parle ici de moyens financiers. Il y a aujourd'hui des discussions assez avancées de ce point de vue-là. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de réaliser, qui à terme pourraient nous permettre quand même de régler au moins le problème à moitié dans le court terme. Et dans le long terme, probablement à régler un certain nombre de choses. Le gouvernement aujourd'hui envisage la création de 2 universités d'envergure. Une université dans le Sine Saloum, qui aura une vocation à la fois agricole, pastorale, et avec également une forte orientation dans le domaine des techniques, également dans le domaine de la formation professionnelle, diplômante, la formation supérieure diplômante, professionnelle. Il y a également l'université qui sera créée dans la région de Dakar, la 2e université de la région de Assébikotane. Tous ces instruments constituent des réponses par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, qui est une situation difficile. Malheureusement, un gouvernement assure la continuité, mais qui est l'héritage quasiment de 50 ans, ou tout au moins de 12 ans, qui sont là, constituent des réalités, il faut faire avec. Ce n'est pas parce que c'est difficile que les gens doivent baisser les bras, au contraire, c'est parce que c'est difficile qu'il y a un challenge et un défi. Mais il faut y aller, et je pense qu'aujourd'hui, une politique assez cohérente est définie de ce point de vue-là. Si vous regardez les programmes qui sont proposés, que moi j'ai eu l'avantage d'avoir étudié en conseil des ministres avec les collègues et le gouvernement, il y a beaucoup d'espace par rapport à ça. Quand je considère le plan d'action qui a été proposé par le ministre de l'Emploi, c'est un plan d'action assez réaliste, qui procède à un diagnostic assez édifiant de la situation de l'emploi des jeunes et qui propose des mécanismes qui permettront au gouvernement de faire face à une situation qui est une situation terrible au plan social et terrible également au plan politique. Parce que de cette question dépendra la réponse que les Sénégalais donneront dans 5 ans aux propositions que nous ferons de nouveau. Voilà. Et en parlant d'éducation, le chef de l'État parlait des daara à moderniser et parlait même d'un conseil présidentiel qui devrait se tenir. Sur cette question-là, pour compléter sur l'éducation, je pense que c'est un volet important. La question des daara a soulevé beaucoup de discussions dans la période. Je pense qu'il l'a annoncé dans son message. Il va présider un conseil présidentiel sur la question des daara modernes, parce qu'il moderniser les daara. Mais ce conseil présidentiel va regrouper tous les acteurs concernés. Ils sont nombreux. D'abord les familles religieuses, c'est extrêmement important de les associer. C'est extrêmement important également d'associer les maîtres coraniques. C'est important d'associer nos partenaires techniques et financiers. C'est aussi important d'associer toute la société civile et les ONG. Je crois que c'est un conseil présidentiel unique qui permettra vraiment d'examiner en profondeur la question des daara telle qu'elle se pose et de revoir un peu l'éducation des enfants. Je crois que c'est un volet très, très important qu'il a bien noté dans son adresse. Lié à cela, je voulais insister sur un autre point qui ne figure pas dans
dans le message et qui est un des axes essentiels de la politique sociale du gouvernement, c'est les bourses familiales et c'est la couverture maladie universelle. Parce que un message du 3 avril ne peut pas être un message bilan où on revient sur tous les aspects de son programme. Mais c'est deux questions qui sont importantes. La volonté de lutter contre la pauvreté et l'extrême pauvreté, en permettant par exemple à 50 000 familles de pouvoir bénéficier d'une allocation de 100 000 francs, 100 000 francs, et d'avoir comme perspective en 2016, dans 4 ans, d'étendre cela à 250 000 familles. Je crois que ça, c'est un aspect important de la politique sociale du gouvernement. Et ensuite, la couverture maladie universelle, qui est un grand chantier. Un grand chantier. Et nous travaillons avec le Brésil sur ce dossier parce que vous connaissez toute la politique sociale développée par le président Lula qui a permis de sortir des millions de Brésiliens de la pauvreté et de l'extrême pauvreté. Et pour ce projet, 10 milliards de francs CFA ont déjà été dégagés pour financer, dans un premier temps, cette politique des bourses familiales et la couverture maladie universelle. Voilà, monsieur le ministre, il nous reste tout juste 10 minutes d'émission. Nous allons aborder la question de l'énergie. À mon avis, aussi une question très sérieuse pour le gouvernement. Jusque-là, c'est une question qui n'est pas encore réglée, Madiambal. Oui, la question de l'énergie est importante parce qu'on ne peut pas songer développer un pays sans une production énergétique suffisante. Je crois que c'est l'un des maillons faibles de l'économie sénégalaise. Le président de la République a indiqué que le gouvernement a signé dernièrement, je crois que la semaine dernière d'ailleurs, aux États-Unis par exemple, dans le cadre de l'éclairage public, une importante convention qui permettrait par exemple à ce qu'on utilise davantage l'énergie solaire pour éclairer nos villes et campagnes. Je crois que c'est un aspect assez important pour soulager la Société nationale d'électricité dans le cadre de sa production en électricité. Il y a aussi un choix stratégique qui a été fait, c'est le choix de produire l'énergie électrique à moindre coût, c'est-à-dire en s'appuyant sur le solaire, sur le gaz et le charbon. Il y a des possibilités d'approvisionnement en gaz qui sont dégagées et le président de la République a annoncé même une baisse de la disons, du coût de production de l'énergie électrique et qui pourra se ressentir sur la facture payée par le consommateur avec, par exemple, la baisse du prix du kilowatt d'électricité. Je crois que c'est des perspectives qui sont intéressantes. Moi, je crois que l'énergie, c'est une priorité. Depuis de nombreuses années, nous parlons d'une politique, disons, de régler la question de l'énergie, du déficit en production d'énergie électrique. Il y avait eu le fameux plan Tackle qui nous a coûté les yeux de la tête. Le gouvernement préconise une politique moins coûteuse. Il est à encourager dans cette perspective. Mais moi, je voudrais, au-delà de la question de l'énergie, je voudrais aussi qu'on soit assez vigilant sur le monitoring des actions qu'on annonce. Ce n'est pas la première action annoncé par le gouvernement et qui, dans l'exécution, dans la mise en œuvre, tarde à être effectif. Je crois que de ce côté-là, il faut que le président de la République soit beaucoup plus vigilant et appelle son gouvernement à ce que les échéances annoncées, le calendrier promis, soient respectés. Je crois que de ce côté-là, il y a un grand chantier. Je n'en veux pour preuve, parce que je vois le porte-parole du gouvernement réagir, je n'en veux pour preuve deux situations assez importantes. C'est le président de la République qui nous avait annoncé ici, en Conseil des ministres, en décembre, que compte tenu de la situation difficile des entreprises au Sénégal, nous allons faire le recensement des entreprises dans ce pays, en difficulté et préconiser des solutions. Il avait donné un calendrier précis en disant qu'il engage le gouvernement à faire ce recensement-là au plus tard le 28 février. Moi, je suis chef d'entreprise, vous autres, vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez pas encore connaissance d'un recensement qui a été fait sur cette question-là. Donc, le gouvernement est fort clos par rapport à cette échéance-là. C'est le président de la République qui nous avait promis ici qu'avant la prochaine saison des pluies, il allait distribuer 3000 logements. On est au mois d'avril, à moins de 2 mois de la tombée des pluies.
parce qu'ils voulaient lutter contre les inondations. Aujourd'hui, on n'a pas encore posé la première pierre de ces logements qu'on nous avait promis. La volonté, elle est réelle. C'est pour les patrons de presse, non, c'est des logements sociaux pour tirer les gens des inondations. Il a produit 3000 logements. Je pense que c'est un projet qui est en cours d'exécution. Ça dit que non, mais c'est des projets qui sont en cours d'exécution. Effectivement, le gouvernement travaille sur ce dossier-là. Mais il ne faut pas oublier qu'on nous avait annoncé une échéance. Mais tout à fait. Moi, je tiens à ce que quand on nous dise que ce sera à la date D, qu'on puisse arriver à cette date D-là, respecter l'échéance-là. Mais on ne peut pas me dire que on vous avait promis, maintenant c'est en cours. Vous savez, c'est justement ça la parade des politiques. Il y a toujours un chantier, il y a toujours un projet en cours. Mais dès l'instant qu'on se donne un échéancier, on doit pouvoir mesurer la question sur laquelle on s'engage. Et c'est pourquoi moi j'insiste sur cette question. Pour que le président de la République et son gouvernement soient plus intransigeants sur les questions de délai. Parce que autrement, on va nous habituer à des promesses qui ne sont jamais tenues. Et c'est à ce travers-là que le président Macky Sall ne doit pas tomber. Mais je peux vous garantir, Madame Bal, que le président est intransigeant sur les questions de délai et surtout sur la question des logements sociaux. Nous sommes tous témoins que régulièrement le président revient sur la question de la réalisation de cette promesse et sur l'exigence de délai. Bon, il y a eu quelques procédures assez bureaucratiques qui ont été levées, mais je vous assure que c'est un projet qui est en cours d'exécution et d'ici le mois de juin, vous vous en rendrez compte. Je voudrais préciser sur un point précis qui a été soulevé par Madiambal. Effectivement, cette question, il a soulevé dans un article, nous avons un débat autour de ça. Mais pour le recensement des entreprises, il est effectif. Ah oui? Ah oui. L'ADPME a fait un recensement des entreprises en difficulté. Il faut l'actualiser. Oui. Ben, écoutez, c'est un processus qui a des mérites, qui a également des insuffisances. Il faut les corriger. Je voulais simplement dire par là que cette mesure n'a pas été ignorée. C'est dans un processus qui n'est pas encore terminé. Vous savez, vous pouvez fixer des délais, mais des contraintes et également des facteurs indépendants de la volonté de l'administration viennent complètement perturber le processus que vous avez mis en œuvre. Il est vrai. La bonne gouvernance est un frein aujourd'hui à certaines actions. Pardon? La bonne gouvernance. Oui. Vous s'avérer être un frein aujourd'hui à l'exécution d'un calendrier gouvernemental. C'est la raison pour laquelle le président de la République a décidé de donner à la bonne gouvernance une place centrale dans la conduite de son action politique. C'est parce qu'il est conscient de cela qu'il a compris qu'il faut nécessairement aujourd'hui travailler à ce qu'il y ait dans la conduite des politiques publiques et la définition de l'action publique, une approche et une perspective qui va dans le sens de l'efficience, l'efficacité et également de la rentabilité. La rapidité. Tous les sujets. La rentabilité. Et je voudrais, sur un autre point, préciser quelque chose qui me paraît important également. Ce que Madiambal évoque dans le cadre des logements sociaux, c'est parfois les entreprises qui sont amorcées par le gouvernement de ce point de vue-là, sont freinées par des contraintes extérieures liées à une volonté de faire valoir la bonne gouvernance, par exemple. C'est ce que je vous tente de vous dire. Oui, oui, c'est ça que j'explique. Le code des marchés, la RMP, la bonne gouvernance, peut-être un frein. D'ailleurs, certains ont déjà commencé à nous reprocher que des procédures aient été utilisées en donnant des marchés à certaines entreprises publiques. Mais si nous voulons faire à la fois dans la célérité et dans l'efficacité, il faut parfois faire appel à des dérogations. Le problème, ce ne sont pas les dérogations qui sont en cause. C'est le comportement libertaire que les uns et les autres peuvent avoir qui peut être en cause. Et dans le cas d'espèce, il faut l'efficacité au bout et qu'il y ait la transparence. Un marché de gré à gré peut être parfaitement transparent et un marché de gré à gré est un marché légal. Il n'est pas illégal. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et dans le cas d'espèce, les constructions qui sont en train d'être faites, les contrats ont été déjà signés. Ce n'est pas très facile, c'est même très difficile. Dans un délai d'1 an, l'ambition est très grande, la volonté manifeste. Mais il est vrai qu'il y a des contraintes de temps. Pour la construction d'ouvrages d'aussi importants, on ne peut pas les faire dans des délais raccourcis et de façon absolue. Non, mais justement, Latif, c'est ça qui peut donner l'impression d'un amateurisme. C'est-à-dire que quand vous, non, mais justement, quand par exemple vous annoncez une échéance que vous ne respectez pas, parce que vous n'avez pas maîtrisé les paramètres qui doivent entrer en ligne de compte, l'environnement, ça pose problème. Je voudrais, par exemple, que pour moi, un engagement présidentiel est un engagement sacré. Et dès l'instant qu'on vous dise que
à telle échéance, telle réalisation sera effective, je voudrais qu'à l'heure du bilan, qu'on me dise qu'à cette échéance-là, la réalisation, elle est faite ou elle ne l'est pas. À partir de cet instant, on pourra juger de la pertinence de l'engagement ou pas. Mais ça dit que ce que je veux éviter, c'est par exemple qu'on fasse des annonces à l'emporte-pièce comme ça. Qu'on dise par exemple dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, qu'on soit réaliste, qu'on puisse promettre aux Sénégalais ce qu'on peut tenir comme engagement. Autrement, qu'on se réserve le temps de le travailler et de le préparer pour qu'on puisse, au rendez-vous donné, pouvoir présenter quelque chose. Je donne un exemple sur la question des procédures. Quand vous dites que vous avez livré des logements en hivernage, si ces logements sont exécutés à 80%, 70%, on n'a pas livré. Attends. Et au moins les citoyens sénégalais se rendent compte de façon effective que la volonté a été matérialisée et qu'il y a des facteurs temps qui ont rallongé les délais de 3 ou de 4 mois. Cela ne met en rien en cause la volonté des gouvernements, encore moins d'ailleurs, son sérieux par rapport au travail qu'il exécute. Mais il n'y a aucun gouvernement qui est capable de livrer à temps et dans tous les délais annoncés. Soyons le premier gouvernement à réaliser, monsieur le ministre. Pardon? Soyons le premier gouvernement à être ce gouvernement. Attendez, c'est très bien ce que vous dites. Mais je veux que nous soyons réalistes et que les critiques également soient des critiques pertinentes de ce point de vue-là. Nous allons tenir certains délais, d'autres on ne va pas les tenir. C'est clair. Selon des facteurs indépendants de notre volonté. Mais Mankeur l'a dit, combien de fois j'ai entendu le président de la République en Conseil des ministres interpeller les ministres et même le Premier ministre. Combien de directives avons-nous reçues, par exemple sur les marchés gré à gré? Aujourd'hui, nous sommes à 5 directives pour que tous les plans de passation des marchés soient préparés et finalisés dans tous les ministères, que toutes les cellules de contrôle des marchés soient mises en place. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des délais qui sont indépendants de nos volontés. Et en plus, si nous avons la volonté de réformer l'administration, nous sommes conscients de l'inefficience de l'action administrative parfois. Non pas du fait d'une incompétence, mais parfois d'un manque de moyens, de l'incohérence de l'environnement. Nous ne pouvons jamais des procédures bureaucratiques. Monsieur le ministre, si vous permettez, aujourd'hui, c'est vous qui avez dit tantôt paradoxe. Oui. Je vous l'ai entendu dire. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la promotion de la bonne gouvernance peut s'avérer être un frein à un travail bien fait, efficient. La preuve, aujourd'hui, si vous respectez selon l'adhésion à la bonne gouvernance, la RMP ou le Code des marchés peuvent aujourd'hui vous imposer ce que vous contenez en invoquant des gré à gré. Mais faudrait aussi éviter que ces questions ces contraintes de délai et de temps ne soient un prétexte ou un alibi pour aussi piétiner ou bien mettre dans le placard les principes fondamentaux de bonne gouvernance et de transparence. Alors, si vous permettez, ça le paradoxe. Apparemment, le débat devient plus intéressant. Voilà le paradoxe. Ça le paradoxe. Je renforce dans ce que dit, justement, chez l'objet de la directive numéro 5 que nous avons reçue du Premier ministre, pas plus tard que lundi dernier, en disant il ne faudrait pas que l'urgence soit créée par un laxisme ou par je ne sais quel motif. Et il faudrait que tous les ministres, également toutes les entités décentralisées qui sont sous leur responsabilité, soient diligents dans toutes les procédures pour qu'on ne se retrouve pas demain dans une situation où on évoque aisément l'urgence. L'urgence, on ne la prépare pas. C'est vrai. On subit des contraintes extérieures à notre volonté, cas de force majeure, pour qu'on évoque l'urgence. Quand il y a la pluie, quand l'eau tombe partout, les maisons sont inondées. On ne peut pas ne pas faire dans l'urgence, c'est clair. Mais justement, si vous permettez, monsieur le ministre, justement, c'est-à-dire que ce n'est pas l'urgence souvent, elle peut être créée pour contourner des problèmes, mais quelquefois pour l'efficacité ou l'efficience, la bonne gouvernance peut s'avérer être un frein sérieux. Je rejoins Madiambal quand il dit que le président de la République s'engage à livrer 3 000 logements par l'action de son gouvernement avant la prochaine hivernage. Dans les faits, les professionnels du bâtiment vous diront qu'il y a un temps T qui permet de réaliser tel bâtiment. Du fait des contraintes d'ordre climatique, nous sommes en hivernage dans notre pays à compter du mois de mai. Donc, si vous voulez l'avoir avant l'hivernage, il faut forcément commencer à telle période. Et si vous voulez commencer à telle période, vous ne pouvez pas respecter aujourd'hui les procédures existantes. Donc, vous devez faire appel aujourd'hui
aux professionnels qui peut s'en acquitter. Et Justement, tout de suite, vous, votre ministère Voilà, va dire la bonne gouvernance. merci. Nous allons que l'État doit le faire. sinon suspendre ce débat. Monsieur le ministre Abdoulatif Coulibaly, nous allons suspendre simplement ce débat. Le temps qui nous était imparti est pratiquement terminé. Je vois que le débat devient de plus en plus intéressant. Des journalistes face à des membres du gouvernement. C'est toujours un débat intéressant. Et j'estime donc que nos téléspectateurs ont trouvé satisfaction à ce débat spécial qui était consacré essentiellement au message du chef de l'État en ce 4 avril 2013. Merci à M. Madjambal Diagne. Je rappelle qu'il est le PDG du groupe Avenir Communication. M. Sirtiam est le directeur général du quotidien national Le Soleil. M. Abdoulaye Bamba Diallo, le directeur général de Nouvel Horizon. À M. le ministre Mankeur Ndiaye, le ministre des Affaires étrangères, mais également à Abdoulatif Coulibaly, le ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance, également porte-parole du gouvernement. Merci à nos équipes techniques et surtout à la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi et bonne fête à tous et à toutes.